Ok. C'est bon pour vous? Eh bien écoutez, je vous représente un petit peu, mais je pense, enfin je vous ai présenté, on voit leurs images là, qui sont là, mais du coup, moi j'aime bien que les gens se présentent eux-mêmes. Voilà. Et Alexandra, est-ce que tu peux te présenter? Ce que tu fais dans la vie, qui tu es, d'où tu viens, Oui, tout ça. du coup, moi, c'est Alexandra Gana. Je suis responsable recrutement et intégration pour le groupe Casino depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Euh, le groupe Casino, pour préciser, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde, c'est du retail, c'est de la distribution alimentaire. On est donc sur tout ce qui est Monoprix, Franprix, Casino, Naturalia et Cdiscount. Parce qu'on ne le sait pas toujours, mais ça fait aussi partie de notre groupe. Et donc, non, je ne travaille pas dans un casino. Parce que j'ai même des candidats qui pensent vraiment que c'est ça et c'est inquiétant. Voilà. Comment on fonctionne très rapidement pour vous faire un tour d'horizon? Nous, l'équipe recrutement est composée en deux parties, une partie sur l'emploi, une partie sur le pré-emploi. Sur l'emploi, on est 3 responsables recrutement et il y a 2 chargés de recrutement. On est divisé, en fait, on est responsable de certaines marques et aux filiales. Dans mon cas, je suis responsable de Monoprix et tous les métiers de la mode. Je suis responsable de toutes les filiales logistiques et donc tous les métiers qui vont avec. Et je suis également responsable des DSI, enfin des recrutements pour toutes nos DSI, donc tous les métiers de l'IT data. Bien évidemment, on a plus de 300 recrutements chez Casino. Donc, pour mes autres collègues, c'est les fonctions support, stratégique, achat et autres finances, RSE, etc. Sur nos équipes, en revanche, on s'occupe que des fonctions support d'encadrement, pas du tout des magasins qui sont des équipes dédiées appartenant à chacune des marques, là où nous, on est attachés au groupe. Ok. Voilà, pour que vous compreniez le système. C'est bon, vous avez Et ça compris? va vous permettre de comprendre quand je ferai des explications sur Trimoji. Ok. Est-ce que tu peux me donner 2-3 datas? Alors, je les ai notées. Combien de candidatures par an? Où est-ce que tu perds le plus de temps? Et c'est quoi la plus grosse tension aujourd'hui? Volume, qualité, manager, Ouais. délai? Alors, pour les fonctions support, je ne parlerai pas des magasins, mais pour les fonctions support, on reçoit plus de 170 000 candidatures par an. Toutes marques du coup confondues. Non, je rectifie. Hors Cdiscount, parce que Cdiscount est resté assez indépendant sur son recrutement. Donc, plus de 170 000 candidatures. Là où on perd énormément de temps, c'est évidemment sur le tri des candidatures et la présélection majoritairement, parce qu'on a un fort volume malgré, pour ceux qui savent, malgré toutes les actualités autour du groupe Casino, on reste un employeur à la mode, on va dire. Ça marche notamment bien, cette petite phrase avec Monoprix. Et donc forcément, moi, dès que j'ouvre une offre, au bout de 2 jours, je suis déjà à 300 candidatures. Et étant donné que, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai le sens de l'expérience candidat bien faite, je souhaite traiter mes candidatures le mieux possible pour éviter de laisser des personnes de côté qui pourraient être de bons candidats. Donc, en conséquence, c'est là où on perd le plus de temps. Et évidemment, après la phase de présélection, parce qu'on est humain et que lire un CV, ça ne veut pas dire que le candidat est forcément parfait. Donc là, c'est pareil, c'est une deuxième parfois perte de temps, puisqu'il y a des petites choses auxquelles on n'a pas fait attention et qui peuvent ne pas fonctionner. T'as des infos type time to hiring? Ouais, alors la spécificité, c'est que là, on est un petit peu plus long ces derniers temps parce que on a beaucoup fonctionné en mode chasse parce qu'on était en plein PSE. On ne pouvait pas forcément publier d'annonces. Voilà, donc, et communiquer en l'occurrence. Donc, on a un time to hire qui a été un petit peu plus long puisqu'on est entre 1 mois et demi et 2 mois et demi Ok. aujourd'hui. Ouais. Time to hire, ça parle à tout le monde? Ouais, c'est bon? Ok. Temps de recrutement, ok. Et dernière petite question avant de passer à Mickaël. Est-ce que les managers reçoivent des tensions sur ces volumes? En gros, comment vous êtes organisé? Est-ce que tu fais intervenir les managers très tôt, plus tard, au tout début, sans toi? Alors, l'organisation et le process qu'on est en train de mettre en place, c'est-à-dire qu'on réalise au moins les préqualifications avant de les envoyer au manager, évidemment. Donc, le manager intervient assez vite dans mon process parce qu'une fois que j'ai rencontré, j'ai fait ma préqualification,
que je score avec une scorecard dès le début, parce que je suis un petit peu psychorigide. Voilà. Donc, je fais des scorecards dès le début, comme ça, je suis bien dès le début. Donc, ça peut aller assez vite. Après, on a un process qui est encore assez hétérogène, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui, eux, envoient des CV plutôt aux managers qui aident à la sélection avant les préqualifications. Ok. C'est assez, c'est pour le moment, enfin, pour le moment, si on enlève Trimoji de l'équation, c'est ça le process de base. Ok. Voilà. Bon, on en parlera après du process Évidemment. avec Trimoji. Michael, est-ce que tu peux te présenter aussi rapidement et nous expliquer ton rôle, toi, ce que tu fais chez Cegid? Ce que c'est chez Cegid, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et puis ce que tu fais là-bas. Eh bien, je suis Michael Rosenbaum, j'ai 37 ans, je suis papa de 2 adorables petites filles que j'ai abandonnées ce soir pour être avec vous. Et chez Cegid, je suis responsable commercial sur la division Enterprise, j'y reviendrai, mais j'ai rejoint Cegid par le biais de l'acquisition de l'ancienne société start-up française Digital Recruiters, spécialisée dans le domaine du recrutement, édition de sites carrières et d'ATS, en particulier pour les entreprises multisites décentralisées. Et j'ai eu le plaisir de rejoindre Cegid il y a bientôt 3-4, oui, presque 4 ans maintenant. Et aujourd'hui d'occuper des fonctions plus élargies, puisque dans le cadre de mon activité, j'accompagne mes clients sur l'ensemble des sujets relatifs aux solutions gestion de la paye, gestion des talents au sens large, en incluant la suite Cegid HR, qui inclut elle-même l'ex-Talentsoft, que certains d'entre vous connaissent, j'imagine. Et également toutes les solutions de la gestion, du domaine finance, ERP, gestion de la trésorerie, fiscalité, gestion des notes de frais. Ce n'est pas l'angle sur lequel je vais insister ce soir, ce n'est pas pour ça que vous êtes là, mais effectivement, Cegid est un acteur majeur, on va dire, de l'édition logicielle dans tous les domaines de gestion des grandes entreprises en France, et aussi les plus petites dans d'autres divisions à laquelle je n'appartiens pas. Mon rôle, donc voilà, c'est tout simplement de convaincre de nouveaux clients de nous rejoindre et surtout de chouchouter, d'accompagner nos clients aujourd'hui et les nombreux clients qui nous accompagnent sur tout ce spectre-là. Mais je garde quand même un attachement et un amour pour mes premiers sujets que sont le recrutement et tout ce qui gravite autour. Et je suis ravi de pouvoir échanger avec vous, notamment de la valeur qu'apporte Trimoji dans la solution Talent Acquisition. Talent Acquisition. Talent Acquisition. Ex-digital recruiter. Moi, j'ai une question assez rigolote. Michael et Alexandra, si on demandait à vos équipes de vous décrire, quel serait le compliment qu'elles vous feraient? Et le petit défaut qu'elles glisseraient juste derrière. Donc, on a quand même un peu préparé, mais j'aime bien cette question. Alors, elle dirait naturellement, mes équipes, que je suis quelqu'un de dévoué, de brillant, d'engagé. Ça va de soi. Non, c'est difficile de parler de soi, mais j'ai tendance à vouloir penser qu'en tant que manager, il faut considérer ses équipes comme ses premiers clients, d'une certaine manière. En tout cas, c'est ma vision de l'approche managériale. Et donc, j'essaie, en les accompagnant, étant le plus engagé à leur côté, de leur donner les meilleures chances de réussite. Et j'espère que c'est ce qu'elle dirait. Mais du coup, je leur poserai la question demain matin. Qu'est-ce que... Et le défaut? Ouais, le défaut. Ah, moi, je suis un perfectionniste. Quelle horreur de parler de ce défaut-là. Mais pour autant, c'est vrai que venant du monde de conseil, avant d'avoir abordé, je dirais, le software et le monde du logiciel, Alessandro pourra en témoigner, mais voilà, je suis attaché à la forme et à l'expression de la forme qui, pour moi, soutient le fond. Et de temps en temps, j'ai pu rendre fou certains de mes collaborateurs pour m'assurer que les messages étaient clairement formalisés. Tu confirmes? Okay. Que les bullet points pouvaient être bien alignés. C'est une petite déviance personnelle, voilà. Certains s'y retrouveront. C'est carré quoi, chez toi? Ouais, j'aime bien. Ouais. Le sel, il est rangé à 10h10? En tout cas, sur certains contenus, certains moments importants, c'est important d'être carré. Absolument aussi performant sur le fond comme sur la forme. Okay. Un horloger, quoi. Peut-être, je ne sais pas. Okay. C'est cool. Je laisserai Alessandro vous en parler lors du cocktail. Et toi, Alex? Alors, je vais reprendre les termes que m'a sorti une de nos stagiaires la semaine dernière. C'est que je suis plutôt bienveillante, je pense énormément à l'équipe, mais pas que. Je pense aussi beaucoup à mes candidats parce que l'expérience candidat est super importante. Donc, je suis très bienveillante avec mes candidats et du coup, je peux être très dure aussi avec mes collègues qui ne font pas attention à l'expérience candidat et je l'assume complètement.
Et du coup, le pendant qui va avec, c'est que je peux facilement râler quand j'estime que les choses n'ont pas été faites correctement. Et j'ai un cas très récent sur le sujet où je me suis un peu bagarrée parce que les retours candidats n'avaient pas été faits dans les temps. Physiquement? Donc on a un horloger, donc un gars hyper droit, carré, machin, mais il faut pas que ça dépasse, sinon le mécanisme se grippe. Et on a une bienveillante très contrôlante. Ouais, mais après, sur l'expérience candidat, je suis surtout très intransigeante. Ok, c'est quoi l'expérience candidat? L'expérience candidat, pour moi, il est important en tant que recruteur, et notamment dans notre cas chez Casino, quand on a eu un PSE et énormément de licenciements, de prendre hyper soin de toutes les personnes qui postulent en fait. Ça passe par déjà leur répondre dans des temps raisonnables, mais leur faire du feedback aussi. Et moi, j'estime que toute personne rencontrée, notamment par téléphone ou physiquement, mérite plus qu'un simple mail ou que rien du tout, ou le simple mail de si vous n'avez pas de réponse de nous sous 3 semaines, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. J'estime qu'on doit aller plus loin que ça. Et effectivement, avant d'entrer au sein du groupe Casino, j'ai un peu de data. J'ai postulé à une centaine d'offres. Le marché du recrutement est difficile, comme vous le savez tous. J'ai une vingtaine d'entités qui ne m'ont rien envoyé, pas de mail de retour négatif, ni même de mail de réception qui me dit au moins que sous 3 semaines, il y a des très grosses boîtes dans le lot. J'ai eu quelques cas où je crois que j'ai eu 5 ou 6 messages personnalisés par rapport à ma candidature juste papier. Et j'ai eu, je crois, le pire, c'est avoir fait un entretien et avoir eu le culot après de m'envoyer un message automatique de refus. Yes. Je crois que celui-là, il m'a bien vexée. Ouais. Surtout que je connaissais la manager de cette personne et quand je lui ai dit, elle n'était pas trop ravie d'ailleurs non plus. Okay. Et je sais que c'est une pratique un petit peu trop commune et du coup, je me suis dit que ça n'arriverait pas en ce qui me concerne. Voilà. Okay. Bah, ça fait une transition assez cool pour parce que je vais me servir de vous, enfin pas tous ensemble, enfin tous ensemble. Qui reçoit plus de 50 CV par semaine? Levez la main. Gardez la main levée, donc là vous avez quasiment tous levé la main. Plus de 100 CV par semaine. Plus de 200 CV par semaine. Par annonce ou Par annonce, ouais. Ah, ça dépend. Ah, il y a des mots qui restent debout quand même. Sauf très spécifique. Bah, vous avez les datas par semaine, on peut le faire par annonce pour pouvoir. T'as 15 CV par seconde. Bon, palmarès là-bas, très bien. Ça, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et toi, t'es à combien de CV par seconde? Moi, je ne recrute plus, enfin, je pilote le recrutement, du coup, mais mes recruteurs recrutent, on est entre 10 et 12 000 CV par mois. 10 et 12 000 CV par mois, donc t'es à, ouais, t'es à 100, ouais, 180 000 CV à l'année, ouais. 200 offres. Ok, et vous, chez Empratis? Nous, c'est à peu près la même chose. Hein. T'es à 180 000 CV à l'année? Et toi, chez Decathlon, du coup, t'es à combien? En CV à l'année? En CV à l'année, t'es à combien? 700 000. Et chez Randstad, vous êtes à combien? Vous savez où à peu près? Appel médical, c'est différent, non? C'est le marché des médecins. Ouais, il y en a point, il y en a moins. Ok. Mais en vivier, vous en avez beaucoup. Parce que votre job, c'est de placer du mec. Oui, on a un vivier de 65 000 en infirmier, aide-soignant. Ok. Appel médical, c'est une entité du groupe Randstad, hein, qui est spécialisée sur les métiers du médical. Donc, globalement, là, ce que disait Alexandra, ce que tu disais en gros, c'est que tu as vécu des expériences candidats dégueulasses. Oh, oui, Bah, voilà. Mais est-ce que c'est pas en rapport aussi quand tu passes de l'autre côté de la barrière à des sujets du fait que tu reçois beaucoup de candidatures et que tu n'as pas tout le temps de traiter, tu n'as pas le temps de faire correctement ton job, quoi, et que du coup, effectivement, la marque employeur en prend un sacré coup parce que ça, tu penses pas? Ah bah si, mais complètement. Complètement, si tu es mal outillé, si tu es en sous-effectif, et ce qui arrive à beaucoup d'équipes recrutement aussi, hein, parce que il me semble entendre qu'il y a quand même de nombreuses entreprises qui réduisent encore un peu plus les équipes recrutement. Donc, si tu pars du principe que tu es mal outillé, que tu es
mal staffé, ben en fait, à la fin, ça peut pas fonctionner. Et puis que tu demandes toujours plus de choses parce que la marque employeur, c'est un peu l'apanage des recruteurs aussi. Il y a pas mal de choses à faire, toujours plus de choses. Si on veut être labellisé, si on veut faire tout un tas de choses comme ça autour de l'image employeur. Donc, on a de plus en plus de missions, de moins en moins de monde. Et toutes les entreprises ne veulent pas investir dans les outils qu'il faut. Passerelle pour toi, Mickaël. Du coup, quand tu as un prospect ou un client qui vient te voir, globalement, là, actuellement, là, en 2026, vous équipez quand même beaucoup de boîtes en France et à l'international. Vous êtes quand même un des plus gros éditeurs logiciels sur le marché français, je crois, sur la partie en tout cas HR et puis d'autres trucs aussi, les ERP, tout ça. Mais globalement, la question que je veux te poser, c'est quoi les enjeux ou les problématiques que les gens que tu vas aller chercher, que tu adresses, entre guillemets, ou qui t'exposent, même si tu ne vas pas forcément y répondre, mais quelles sont les problématiques du moment, quoi? Là, maintenant, là, sur le recrutement. Sur le recrutement, Ouais. Ce qui est intéressant, enfin, à l'échelle, moi, de mon vécu dans le domaine du recrutement, c'est à peu près 7 années. Ce qui est intéressant de noter, c'est quand même un basculement, en fait. Moi, quand je suis arrivé il y a 7 ans dans ce milieu dont j'étais pas expert, la problématique principale, c'était la pénurie des candidats et comment je fais pour acquérir plus de candidats et générer plus de volume. Et on s'aperçoit ce soir à travers les échanges que finalement la problématique, elle est plus tant dans le fait d'avoir un flux de candidats aujourd'hui, mais de savoir comment je vais trouver la perle rare ou les candidats à plus fort potentiel au sein de cette masse. Et c'est effectivement assez pertinent avec tout ce que tu as présenté précédemment. Aujourd'hui, une des attentes clés, finalement, des acteurs, actrices qu'on rencontre dans le cadre de projets de mise en place de solutions de recrutement, ou SIRH au sens large. À cela s'ajoutent quand même d'autres aspects. Au-delà de la gestion du volume et de la priorisation des candidats, il y a quand même toujours la nécessité aujourd'hui, même si on a beaucoup de candidats, de pouvoir garantir une marque employeur et d'avoir des outils qui valorisent la notoriété, l'image et l'attractivité de l'entreprise. Et ça reste aujourd'hui quand même, au moment, lorsqu'on reçoit un cahier des charges ou qu'on est consulté sur ce type de projet, je dirais une priorité majeure, notamment dans les très grandes sociétés qui ont parfois des enjeux de multisociété avec des marques différentes et des ADN différentes. Donc ça reste quand même aussi aujourd'hui un élément fort d'attente. Après, en lien avec finalement l'essor des technologies, notamment les décideurs ont des attentes de plus en plus fortes en termes de pilotage pour aider à la décision. Et donc la capacité à pouvoir produire des éléments statistiques sur le time to hire, donc je parle plus de délai de recrutement, mais c'est des éléments clés sur la performance des job boards, des annonceurs avec lesquels travaillent nos clients, en volume et en valeur, c'est-à-dire en conversion, et pas uniquement en volume d'acquisition, sont aussi de plus en plus précises finalement, alors qu'il y a encore 6-7 ans, c'était formalisé de manière moins précise dans les attentes de nos prospects et clients. Et puis, troisième axe qui lui a toujours été présent et l'est encore, c'est comment les solutions de recrutement peuvent aider à la collaboration entre toutes les parties prenantes. Tu parlais des fonctions support, on peut se tutoyer, Oui. des fonctions support, des réseaux décentralisés en magasin. Le process peut parfois différer d'une marque à une autre, d'un service à un autre. Et pour les grandes entreprises, la souplesse de la solution doit permettre d'épouser des processus, des organisations qui peuvent différer. Et c'est aussi une attente, je dirais, encore majeure sur nos sujets. Ok. Ça répond à ta question ? Ouais, en partie, ouais. Mais c'est cool, on va tirer un peu le fil. Globalement, quelle est la phrase que tu repères, que tu as? Tu fais des rendez-vous commerciaux avec des grands comptes ou toi, ton secteur? Alors j'en ai fait énormément sur le secteur du recrutement, mais maintenant je suis sur un spectre plus large. Ouais, donc, tu je manages suis un les peu commerciaux. rouillé, je te le dis tout de suite. Okay. Non, Tu manages les commerciaux. Toi, tu es sur le terrain? Ouais. Ok. T'as quoi comme insight sur le terrain? Je vois un petit peu Mika là-dessus. Après, là, de plus en plus, avec l'essor de l'IA et des nouvelles technologies, il y a vraiment des solutions très très simples, très ergonomiques, qui permettent aussi de gagner du temps et d'avoir un ROI, un retour sur investissement quasi immédiat en fait.
ils veulent du résultat tout de suite. Et du résultat sur quoi? Du ROI sur quoi? Quels sont les... Le temps qu'ils peuvent générer sur le tri des candidatures par exemple, sur l'analyse des CV, sur le gain de temps, la publication d'une offre d'emploi, la rédaction d'une offre d'emploi, etc. Ok. Préqualification des collaborateurs aussi, j'imagine? Plutôt candidat, ouais. Après, la mobilité. Candidat, oui, Ouais, pardon. plutôt candidat, oui. Ok. Ok. Sur... tu m'as dit que tu avais un volume de 180 000 CV, c'est ça? Ouais, quasiment. Ok. Juste Et c'est que la fonction support. que la fonction support. Ouais, c'est pas les magasins. J'ai pas la data de tout le monde. Hein. Ok. Parce que toi, tu t'occupes pas des magasins. Toi, tu t'occupes que des fonctions siège aussi. Ouais. Mickaël, je reviens juste un petit peu vers toi. Est-ce que tu peux m'expliquer, avant qu'on aille un peu plus loin, c'est pour toi, personnellement, c'est quoi le rôle d'un ATS? Aujourd'hui, hein, et dans le futur, globalement, c'est quoi le rôle d'un ATS? Et pourquoi il y en a autant sur le marché aussi? C'est quoi ce bordel? Pour faire tout travailler tout un écosystème de gens qui sont ici présents aussi. Ouais. Mais pourquoi il y a autant de systèmes? Je pense que c'est aussi parce que la nature des activités, on a par exemple Randstad qui est ici présent, le traitement du recrutement, les processus, tout le cycle de valeur, il est très spécifique quand on travaille dans le domaine du recrutement et du recrutement externalisé et de l'intérim. Les solutions ne peuvent pas s'appliquer à ces différents contextes de recrutement. Les besoins de recrutement d'une TPE, PME versus une grande entreprise comme Groupe Casino ou Decathlon sont absolument incomparables et les solutions n'ont pas la profondeur fonctionnelle pour épouser les problématiques de processus et d'organisation qui se posent. Donc, cette variété d'acteurs, pour moi, elle s'impose par la variété des entreprises et la richesse du sujet du recrutement. Ensuite, j'ai répondu par la deuxième, mais la première c'était… C'est quoi le rôle d'un ATS aujourd'hui pour toi? Le rôle d'un ATS, si on le résume, c'est quand même d'attirer des candidats. En tout cas, aujourd'hui, la plupart des ATS sont aussi positionnés sur le sujet de rôle d'un ATS, c'est l'acquisition. d'attirer les candidats. Donc d'avoir Le premier, c'est en tout cas d'être interfacé soit avec un site carrière développé en propre ou avec le site carrière de l'éditeur, et donc de générer un flux suffisant de candidats. C'est moins la problématique du moment puisque les nouvelles technologies ont permis d'augmenter ces flux-là, et donc la problématique s'est portée plus sur la gestion de ce flux. Mais ça reste quand même aujourd'hui le rôle d'un ATS que proposer soit un site carrière ou de proposer tous les liens vers les job boards et canaux de recrutement online, offline qui s'imposent. Donc ça, c'est la première mission, je dirais. La deuxième mission, c'est de proposer un système et un process qui va permettre à tous les acteurs du recrutement, RH et opérationnel, de jouer leur rôle au bon moment. La précale, les entretiens, 2, 3, l'évaluation, la décision. Et donc ça, c'est administrer, je dirais, le processus de recrutement et permettre à tout le monde de jouer son rôle et in fine de réduire le délai de recrutement, c'est le rôle numéro 2. Et le troisième, je l'évoquais, c'est le pilotage. C'est finalement, en agrégeant toutes ces données, comment je peux orienter finalement ma prise de décision. Est-ce que mon délai de recrutement est plus long à telle ou telle étape? Est-ce que j'ai une déperdition de candidats à l'étape entretien ou l'étape recrutement? Est-ce que je manque de compétitivité? C'est les analytics. Et là où le sens de notre partenariat est extrêmement fort, c'est que, comme je le disais, il y a eu un shift qui fait que d'une problématique de génération de volume, on a besoin de gérer ce volume-là aujourd'hui. Et la perspective de pouvoir travailler avec des acteurs spécialisés comme vous permet de répondre à une attente clé aujourd'hui, c'est justement comment on facilite le travail des recruteurs pour que ces derniers puissent identifier dans des 15 CV par seconde ou des centaines de milliers de CV, grâce à la technologie, et certifier en plus les bons candidats dans cette masse, pour que les recruteurs consacrent leur temps précieux, non pas à gérer des réponses ou gérer de l'administratif, mais à la vraie valeur ajoutée du métier, quoi. Tu passes en moyenne combien de temps par CV? Pas beaucoup. 300 CV par… je passe 30 pas secondes. beaucoup. Et alors après, en 30 plus secondes. de ça, 30 secondes, t'es gentil. C'est vrai? Je crois que la moyenne, c'est pas 8 secondes, c'est ça. Mais ceci étant dit, c'est parce que ce matin, j'ai dû sortir cette data dans le cadre d'une intervention. Bref, ceci étant dit, les candidats aussi passent très peu de temps sur les offres. Donc, en fait, il faut qu'on soit efficace dans les deux sens. Bref, non, moi, je passe clairement moins de 10 secondes. Alors après, justement, quand j'ai 300 candidatures, moi, j'ai Cégide. Du coup, je vais dans les petits paramètres. Puis, je regarde d'abord
Alors, en fonction de l'expertise dont j'ai besoin, le niveau de seniorité, tout ça, ça me permet aussi d'aller un petit peu plus vite. Donc, je regarde tout, mais il y en a sur lesquels je me concentre aussi davantage, quoi. Je veux dire, si j'ai besoin d'un profil plus ou moins expérimenté, disons que les profils moins de 2 ans, je regarde quand est-ce qu'ils sont diplômés. Je regarde c'est de la reconversion, par contre, parce que ça arrive et c'est important de les prendre en compte pour le Vous coup. ajoutez des formulaires dans vos annonces ou pas? Ouais, il y en a Personnalisés. sur certains, mais pas sur tous, parce que l'idée aussi, c'est quand même qu'aujourd'hui, les candidats postulent beaucoup, donc ils ont besoin d'aller vite. Et C'est tout le si paradoxe. toutes les opportunités ont des formulaires, c'est compliqué. C'est là où aussi Trimoji peut vachement nous aider, parce que ça peut aussi les envoyer là où il faut. Mais ouais, je mets vraiment moins de 10 secondes. Et j'utilise beaucoup les filtres ou les mots-clés. C'est à cause du volume, tu penses que tu passes aussi peu de temps? Non, je pense que, contredisez-moi si je dis une bêtise, mais je pense aussi qu'avec l'expérience, on va de plus en plus vite. On sait où regarder. On passe pas 3 heures sur le CV à déchiffrer ce que veulent dire les gens. Et c'est d'ailleurs, alors, pour l'anecdote, ce matin, je faisais une petite formation pour la recherche d'emploi et je disais justement aux femmes qui étaient là de mettre en avant les mots-clés en gras notamment, parce que c'est exactement ce qu'on recherche. On fait tac, 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 ok, j'ai vu ce que j'avais à voir, je le prends pas. Et je pense qu'avec l'expérience, on va de plus en plus vite. Donc, que j'en ai 30 ou que j'en ai 300, je pense que j'irai toujours de la même manière. Donc 10 secondes, ça fait 0,16 Mmh. minutes, Mhm. d'accord? T'as combien de CV à l'année? 180 000, tu m'as dit? Bah ouais. Ouais, bah après, tu le divises par 3 pour que ça soit sur Ouais. mon périmètre. Ça fait 30 000 minutes, divisé par 60, ça fait 500 heures. J'ai un tiers du temps. 500 heures divisé par 35 heures dans une semaine, ça fait 14 semaines. Non, mais moi, je n'en peux plus d'ouvrir des CV à titre perso. Attends, ça fait 14 semaines sans lever le fauteuil, sans se lever de son fauteuil, hein. Sans prendre de pause, pipi, nanana, etc. C'est 14 heures, t'arrives au matin au bureau, 9h, 18h, enfin si tu peux manger, t'as le droit, c'est 35 heures. Mais 14 C'est pour ça qu'on est en retard dans le traitement de nos candidatures. C'est parce qu'on n'a pas tout ce temps nécessairement dans la semaine. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous pensez, est-ce que dans la salle, vous pensez que vous êtes déjà passé à côté d'un excellent CV à cause du volume de CV? Vous pouvez lever la main? Ah bah bien sûr. Ok. Qui utilise déjà une IA dans le recrutement, là, dans la salle? Vous pouvez lever la main? De manière industrielle ou pas, peu importe. Une IA, quoi. Ouais? Ok. Une IA, pareil, on pourrait devenir une IA générative, déterministe, probabiliste, ou, et dans le processus de recrutement, c'est pour quelle étape? C'est de la bureautique, ou si c'est... C'est pour du tri ou si c'est pour machin, oui, effectivement. Ma question était très large et je te le concède. Donc du coup, qui utilise une IA pour trier des candidatures? Tu utilises quoi? C'est implémenté dans Cegid, mais c'est textkernel. Qui a été racheté par Bullhorn. Un autre ATS. J'ai connu Boulogne dans le passé. Et tu trouves ça pertinent? Tu trouves ça efficace? On n'a pas toute la fonctionnalité textkernel qui existe. Cegid propose une petite partie, on ne peut pas avoir l'ensemble de la solution. Ils n'ont pas fait de mise à jour depuis le rachat, depuis un petit moment. Mais ça, c'est pas dû à Cegid, c'est dû à textkernel. Parce que Bullhorn, c'est le concurrent de Cegid. Tu vois? Et donc du coup, vu que c'est une techno qui a été rachetée et qui devrait être une techno d'ATS, qui a été rachetée par Bullhorn, Bullhorn, en fait, ils ont bloqué l'innovation sur le truc. Ils vont pas donner des billes à Cegid, tu vois ce que je veux dire? Bon, mais t'inquiète, je suis là. J'arrive. Ok, merci la salle d'avoir répondu à cette question fort intéressante. Mickaël, pourquoi Cegid a fait le choix de travailler avec Trimoji, du coup? Ça va être difficile de ne pas être dans la redite, mais notamment pour les raisons qu'on vient d'évoquer, il y a quand même un aspect fondamental sur lequel tu as peu insisté jusque-là, c'est la dimension souveraine et la compliance RGPD autour de l'IA Act, qui aujourd'hui est pour nous, mais aussi et surtout pour nos clients, une préoccupation majeure. Sujet d'ailleurs de la sécurité informatique au sens large, qui est de plus en plus prégnant dans la relation qui nous lie à nos clients.
nos clients eux-mêmes sont pas forcément sur nos solutions soumis à des cyberattaques ou à de plus en plus de menaces qui font que le niveau d'exigence et de professionnalisation des services IT dans ces domaines-là, c'est vraiment accru. Et donc la perspective pour nous d'élargir nos partenariats avec des acteurs français et je dirais souverains autour du sujet de l'IA a beaucoup de valeur pour nous et pour nos clients. Donc ça fait du sens, en plus évidemment de la valeur finalement que vous apportez et la valeur augmentée que ça apporte à l'ATS parce que il y a une vraie complémentarité finalement. Quand tu me posais la question sur c'est quoi les attentes principales d'un ATS, la perspective d'y ajouter le matching et finalement d'augmenter la productivité et le recentrage du travail des recruteurs autour des sujets clés, Trimoji l'incarne et l'apporte complètement. Et donc, ça faisait totalement sens pour nous de pouvoir, je dirais, développer ce partenariat et le proposer à nos clients. Alexandra, Oui. qu'est-ce qui t'a intéressé à prendre Trimoji en premier lieu? Comme beaucoup d'entre vous, je pense, en matière d'analyse de personnalité, on connaît tous aussi Assess First de base, qu'on m'a fait essayer à plusieurs reprises et en fait que j'ai toujours trouvé particulièrement long et incompréhensible, pour être tout à fait honnête. Ils font des soft skills Assets First et Voilà. ils ont Scan. C'est une très bonne solution qui est implémentée sur le marché depuis 20 ans. Mais qui, moi, en tout cas, en tant que candidate, me faisait pas rêver parce que je ne comprends pas la lecture de mes résultats. Et en fait, quand tu as lancé Trimoji, tu me l'as fait passer ce test parce qu'en fait, il m'avait invité à cette analyse. J'ai rien dit. En fait, tu m'avais invité à ton podcast et à la fin, tu m'as fait passer l'analyse à la fin du podcast pour analyser tout ça et c'était hyper compréhensible. Et quand j'ai ouvert le compte rendu, je me suis dit, je comprends ce que je lis et je me suis dit, c'est génial parce que les candidats vont adorer. Anecdote, la semaine dernière, j'ai un gros directeur que j'ai eu au téléphone pour lui dire qu'on n'avançait pas parce que ça fonctionnait pas sur nos attentes et qui m'a dit au fait j'ai passé le test l'analyse de je vais pas y arriver l'analyse de personnalité et il m'a dit mais c'était génial, pour la première fois j'ai compris les résultats, j'ai compris l'analyse, j'ai compris ce qu'on m'expliquait. Alors que d'habitude, je comprends rien et je me dis que ça sert à rien. Et il était vraiment content. Je t'ai envoyé un SMS pour te dire c'est un truc de fou. On m'a fait un retour comme ça et pourtant, c'est quelqu'un qui est en recherche d'emploi depuis un petit moment. Donc, je pense qu'il Donc, il t'a remercié de l'avoir remercié. C'était hyper clair pour lui et c'était, ça lui a vraiment apporté des éléments. Comme moi, ça m'en avait apporté. Donc, en fait, quand je suis arrivée au sein du groupe, déjà, je trouvais que c'était hyper pertinent, donc je t'ai fait rencontrer Fabien, mon interlocuteur sur les outils tout de suite en me disant on a absolument besoin d'un outil qui nous permette justement d'aller un petit peu plus loin, notamment sur l'analyse de personnalité. Moi, une fonctionnalité que j'adore, c'est le matching. Je crois que c'est ma fonctionnalité préférée parce que ça permet notamment de constituer des équipes qui fonctionnent ensemble et je pense qu'on en a besoin aujourd'hui. Et à ce moment-là, tu m'as dit mais attends Alexandra, on fait un truc en plus. C'est le scoring. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est le scoring de C. Et je me suis dit, mais ça va être incroyable. Moi, je reçois en 2 jours 300 candidatures, notamment sur les métiers de la mode. Et j'ai alors je vais dire des jeunes femmes, parce que ce sont beaucoup des jeunes femmes. J'ai des jeunes femmes incroyables que je ne peux pas toutes rencontrer parce que j'ai trop de CV. Et donc, en fait, l'idée de Trimoji, c'était de pouvoir m'aider à quand même, si ce n'est recruter ou constituer un vivier de super qualité, puisque ce sont des postes qui reviennent très souvent, et pouvoir aller très vite sur ces recrutements. Et puis, force est de constater que ça a convaincu plusieurs personnes au sein de Casino, cet argument. Donc voilà pourquoi Trimoji en ce qui me concerne. Ok, donc globalement, dans ton processus, tu l'utilises où? Alors moi, dans mon processus, majoritairement, c'est le scoring. Ouais. J'ai absolument besoin de pouvoir voir en priorité les candidats qui, en tout cas sur le papier, ont l'air de correspondre le plus. Là, typiquement, on a ouvert un poste de chargé de recrutement. Je vous le donne en mille, hein, on s'est fait littéralement. Ouais, c'est-à-dire que moi, je regardais dès que j'aurais actualisé, j'avais 5 candidatures en plus, toutes les à peu près 2 minutes moi, j'étais en train de paniquer. Voilà. Je paniquais, je disais à tout le monde, fermons cette annonce, comment on va faire?
Et l'avantage de Trimoji, du coup, c'est que ça nous a permis de scorer et de se dire, OK, je vais aller regarder ceux qui sont à plus de 75% de matching. Je vais vérifier aussi ceux qui sont à moins de 20-25, parce que je veux voir si c'est vraiment complètement à côté ou pas, parce que c'est important de pouvoir vérifier si ce qu'on a programmé dans Trimoji est programmé correctement. Parce que si on le fait pas bien, c'est là où l'humain reste quelque part. Je fais le rapport avec l'IAC, tout ça. Ça permet aussi de montrer que voilà, on a peut-être mal programmé, on y retourne et on rescore. Mais du coup, ça nous a permis, en tout cas, d'aller se dire, OK, on va aller sélectionner les 50 profils qui correspondent le plus, et c'est ceux sur lesquels déjà on va commencer par capitaliser, avec toute la vérification qui va avec. Bref, Tu fais tes précales, je fais mes précales. ensuite tu rencontres les gens, et l'analyse de personnalité, tu l'envoies avant de l'envoyer au manager ou avant de rencontrer la personne? Alors là, tu vois, c'est ce sur quoi on est en train de définir notre process encore, parce que Trimoji et nous, c'est une relation toute récente. J'ai d'ailleurs suivi, il y a 2-3 semaines, mon premier onboarding sur l'analyse de personnalité, en tout cas être capable de faire le feedback à mes candidats. Et mon feedback, je pense que je vais le faire lorsque je vais... alors, l'analyse est au début. Ouais. Au début, au moment de la candidature. Donc comme ça, ils la font dès le début, en tout cas, s'ils le veulent, parce que je crois pas qu'on l'a mis obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Et du coup, l'idée, c'est que je puisse leur faire le feedback, notamment quand je vais les avoir au téléphone, pour organiser les prochains entretiens. Là où je dois encore déterminer certaines choses, c'est quid de ceux avec lesquels je ne vais pas avancer. Donc, c'est encore quelque chose que je vais construire. Mais l'avantage de tous les outils qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir aller mettre des choses en place pour quand même leur expliquer d'autres manières. Je vais réfléchir à tout ça parce que je suis devenue un peu une fan d'automatisation, donc ça ne saurait tarder. Mais voilà, c'est à ce moment-là. Et aussi, l'autre point, c'est qu'on souhaite faire parvenir les résultats des analyses aussi aux managers pour qu'ils puissent, eux aussi, comprendre les profils qu'ils ont en face d'eux. Encore une fois, ça fait du lien avec tous les sujets de matching. Ok, donc du coup tu l'utilises à plusieurs étapes, mais effectivement l'analyse de personnalité c'est quand même un gros morceau parce que le CV, le tri de CV c'est facile, c'est objectif, ça va assez vite. L'analyse de personnalité ça demande un peu plus de formation, d'implication, de montée en compétences, La partie de formation sur l'analyse de personnalité que l'on a, elle fait 3 modules de 2 heures et le CV c'est un module de 2 heures. Donc c'est 3 fois plus important, entre guillemets, la montée en compétence sur l'analyse de personnalité pour bien débriefer, etc., parce que tu commences à rentrer vraiment dans le dur, dans le vif du sujet, quoi. Et surtout, n'oublions pas que tout ce qui intervient dans un processus de recrutement doit être justifié. Donc, si on met un test de personnalité, une analyse de personnalité, je vais me faire taper sur les doigts à la fin de cette séance. Si on met une analyse de personnalité ou tout autre test, pour le coup, que ce soit des cas pratiques ou quoi que ce soit, ça doit être justifié. Donc, on ne peut pas faire passer une analyse et ne jamais rien donner en retour à la personne. Et ça, pour moi, c'est important. Effectivement, si on met Trimoji dans notre process, on doit être capable de faire correctement le retour, l'explication, et on doit le faire de manière intelligente, à un moment intelligent, pour que ce soit aussi utile à nos candidats. Et tu parlais de l'explicabilité, tu parlais du fait que ça soit compliant, etc. Et toi, aujourd'hui, tu as commencé à rentrer dans le sujet de tout à l'heure en disant « ouais, on n'a pas trop parlé et tout machin ». Là, on va en parler maintenant sur l'aspect réglementaire, l'aspect de l'IA, de ne pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Globalement, c'est quoi le mot d'ordre pour Cegid là sur cette année, sur les années à venir? Je crois qu'il y a un gros sujet aussi, vous avez fait un gros partenariat avec Mistral, je crois. Oui, alors effectivement, on commence à travailler avec Mistral dans la même veine que notre partenariat, je dirais, pour essayer autant que possible finalement de s'entourer d'acteurs conformes au RGPD, à l'IA Act et à tous ces sujets, je dirais, relatifs à la sécurité informatique au sens large. Pour autant, il est difficile aujourd'hui de se passer des acteurs américains compte tenu de là où ils se positionnent en termes de performance autour des sujets d'IA. Et on essaie de trouver un équilibre en fait pertinent entre être dans une forme de projection, identifier les bons acteurs souverains français dont vous faites partie pour développer ces partenariats et les enrichir, et en même temps aussi s'adosser, je dirais,
aux meilleures technologies en matière d'IA qui viennent, je dirais, irriguer toutes nos solutions au-delà du recrutement dans la paye et la finance dont je parlais tout à l'heure, quoi. Donc, c'est important parce que, comme je le disais, c'est là aussi vraiment une évolution, quoi. C'est-à-dire que nos clients sont de plus en plus préoccupés, même flippés, j'ai envie de dire, si vous m'autorisez l'expression, par ces sujets-là. Fliqués. Ils vont être fliqués. Fliqués et je dirais que on est même soumis de plus en plus à des questionnaires de sécurité informatique, des audits, des tests d'intrusion qui n'étaient pas aussi nombreux il y a encore 4 ou 5 ans dans le domaine du software, je dirais. Là, je suis en cours de test d'intrusion. Là. Ah oui? Ouais. Le fameux pen test. Ouais, le pen test. Ouais. Ça se Vous passe savez bien ce que c'est un pen test? Non? C'est des hackers, c'est une bande de hackers qui essayent de rentrer dans ton logiciel. Et mon associé, là, il est parti serein en enterrement de vie de garçon à Dublin. Il est serein, le mec. Donc, et là, on est en train de se faire En général, il y a pentester. des vulnérabilités qui sont identifiées et le but pour je dirais les services R&D et développement, c'est tout simplement de mettre en place des plans d'action pour traiter ces vulnérabilités. Ça fait partie des process classiques aujourd'hui, mais qui sont, je dirais, de plus en plus prégnants, vraiment présents dans notre relation client sur tous les sujets, quoi. C'est hyper important. Alors, au-delà de la réglementation qui est contraignante, mais je pense que nous, les Européens, on aime bien mettre des règles en place pour pouvoir faire en sorte de monter les barrières pour que les vilains Américains qui vont très très vite et qui essayent du test and learn et machin, etc., ne viennent pas venir sur nos plates-bandes. Nous, on respecte les règles et machin, mais c'est aussi, quelque part, des gens qui ont réfléchi à ces réglementations-là. Ce sont des gens qui aussi sont assez intelligents, qui ne sont pas que des bureaucrates, mais qui sont aussi des scientifiques. Et les scientifiques qui ont posé ces lois-là ont fait aussi en sorte, parce que si tu respectes la réglementation, tu fais les choses bien. Je te donne l'exemple tout à l'heure, vous avez capté les 4 règles de l'IA Act, il faut que ça soit RGPD, donc tu sécurises tes données, il faut que tu saches expliquer ton score, il faut que ça soit répétable, donc c'est-à-dire que si tu remets exactement le même CV avec la même offre, c'est que ça soit le même score, et 4, aucune intervention humaine, d'accord? Il faut que tu laisses la main à ton user. Ça, c'est les 4 règles de l'IA Act sur la partie du CV. Mais si tu ne fais pas en sorte que ton système il soit répétable, qu'il soit explicable, ben, du coup, tu recrutes mal et tu as un mauvais outil. Et si tu ne fais pas ton explicabilité, ben, si tu ne sais pas expliquer, tu ne peux pas répéter. Tu vois? Donc, du coup, en fait, toutes ces lois, entre guillemets, qui sont interconnectées, t'obligent à faire du bon job. Et en fait, ils te donnent la recette en disant tiens, bah, fais en sorte qu'elle soit répétable, explicable, et après tu vas voir. En gros, si tu veux lancer une start-up demain et que tu te dis ok, je fous tous les CV dans Gemini et que je resscore un score, c'est bon, j'ai monté la start-up du siècle, tu vois. Et ça, c'est ce que font les Américains parfois. D'accord? Sauf que ça marche une fois sur 2. Et ça marche en démo une fois machin, sauf que nous, en Europe, ils veulent que ça marche 100% du temps. Donc c'est contraignant, c'est chiant, de ouf, hein, pour développer un SaaS comme on l'a fait, ou même pour un Cegid ou un machin, etc. Déjà, tu imagines que Cegid, ça fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, donc tu imagines le nombre de clients, le nombre de mises à jour, la roadmap du bazar, le nombre de personnes qu'il faut gérer, machin, les tickets en continu qui arrivent et qui affluent, etc. etc. C'est quand même assez balèze. Et en plus de ça, t'as des clients qui sont t'as vu, je te protège, hein. Et en plus de ça, t'as des clients qui arrivent et qui disent bon bah j'espère avec tout ça que vous êtes RGPD et que vous respectez la loi et machin nan, donc bah, tu vas m'envoyer ton plan de sécurité, tu vas m'envoyer ton PSSI, tu vas m'envoyer ton machin et tout un tas de docs, etc. Et donc du coup t'as des gens qui travaillent à temps plein juste pour faire des docs. Et c'est aujourd'hui notre raison d'être. Enfin, au-delà évidemment d'apporter de la valeur, de la performance, je dirais, de la fluidité dans les processus, on se positionne aussi comme étant l'acteur de la conformité en France. Ouais. Et quand on traite de sujets de RP Finance, de gestion de la paye, qui est un sujet éminemment sensible, ou même de gestion des talents et toutes les données qui s'y trouvent, on ne peut pas se permettre d'avoir les moindres doutes sur ces aspects-là. Donc c'est aujourd'hui une des garanties qu'on apporte, je dirais, sur le marché, parce que cet effet de masse aussi, certes, fait qu'on gère beaucoup de volume de demandes, mais qu'on a aussi, je dirais, la taille critique pour investir de manière cohérente sur ces sujets.
Puis ça en va aussi de la compétitivité de la France, entre guillemets, de la France ou de l'Europe ou machin, ça dépend comment tu vois aussi un petit peu les choses. Parce que demain, regarde ce qui s'est passé, là je fais juste un petit intermède, on verra si on coupera ou pas, tu vois. Mais quand d'une manière, de manière un peu unilatérale, tu as un pays qui peut te dire, ok, je te coupe des modèles d'IA. Bon, là, en l'occurrence, ils ont coupé des modèles d'IA qui servaient à hacker en moins de 25 secondes n'importe quel site sur Internet. C'est un peu le délire, quoi. Et donc du coup, ils ont dit non bah on va arrêter ça, tiens, on va arrêter de les mettre en prod, puis on va les couper. Mais du coup, d'une manière unilatérale, c'est-à-dire que c'est possible de couper l'accès d'une solution que tout le monde utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'enlève ChatGPT ou Gemini ou je sais pas quel LLM tu utilises, il y a moyen que tu râles un peu. On est d'accord? C'est sûr, hein? Ah ouais, hein, je sais. Et du coup, c'est quelque chose qui peut être possible. Donc là, quand tu as un Mistral qui vient et qui est un peu le seul compétiteur sur le sol européen pour pouvoir aller taper sur des géants américains qui ont plein d'argent et qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent à la vitesse qu'ils veulent et machin et trucs et bidules, nous, on leur met des petits freins avec notre réglementation, mais demain, c'est des petits freins qui vont protéger un peu de notre précaré et qui vont faire aussi en sorte que demain, si jamais le marché ou le vent tourne, bah, qu'on ait quand même quelque chose, tu vois, on va pouvoir sortir sous la pluie avec un petit parapluie, quoi. Donc on est les parapluies de la tech entre guillemets française. On n'est pas que deux, hein. Cegid, c'est énorme, moi je suis tout petit, hein. Mais Il y a plus d'un détroit d'Ormuz quand même sur l'IA. comment? Il y a plus d'un détroit d'Ormuz, ton site 1 là, Ah oui, mais 2 tiers du cloud c'est détenu par les Américains. bien sûr. OVH. Les portiques, les miroirs pour guider les lasers, c'est 100% en Allemagne. L'usine à Taïwan, enfin les puces de Nvidia. On a une puce d'NVIDIA. On pourrait comme ça en rajouter. C'est-à-dire qu'il y a une certaine vulnérabilité qu'on développe à se jeter dans l'IA. C'est pour ça qu'il n'y a pas juste un cas avec des éditeurs américains. Bien sûr. Bien sûr. Mais cet exemple-là, il est marquant parce qu'il est actuel dans l'actualité où c'était cette semaine, tu vois. C'était frais dans le truc. Donc effectivement, le sujet de la souveraineté est quand même un sujet plus vaste que ce qu'il en a l'air, hein, en tout cas. Et si tu le réfléchis à plus long terme, bah, il y a des trucs qu'on peut faire. Et ça, c'est un autre sujet. On va faire un exercice de pensée. Vous voulez bien? Oula, c'est assez dur. Ben non, on va faire un exercice de pensée. Je suis commercial, je réfléchis pas trop. Hein. Il vient de me parler du futur. On parle du futur. Voilà. On est en 2036. On est en 2036. Dans 10 ans. Vous regardez le recrutement de maintenant, de 2026, là, maintenant. C'est quoi le truc qu'on fait aujourd'hui qui n'existe plus? Dans le train, j'arrêtais pas de réfléchir à cette question. Moi aussi, j'y arrive pas. Ouais, parce que j'ose espérer qu'il y a des trucs qu'on fera plus, mais en même temps, j'ai très très peur de ce que ça veut dire. Parce que si je te réponds, bah, demain on trie plus les CV, ça ne nous envoie que ceux qu'il faut appeler. On va avoir un petit problème avec l'IACT. Parce que du coup, qui a pris cette décision? Bah, c'est pas moi, donc ça me pose un problème. Peut-être que, pour pas trop mouiller, je rédige plus du tout mes comptes rendus parce qu'avec la transcription, l'IA, elle va tout reprendre, elle va tout et je vais juste relire. C'est déjà le cas, mais pas pour tout le monde. Donc, je vais partir du principe que ça existe encore un peu et que je relis beaucoup parce que j'ai très, très peur de ce qui peut être marqué. D'ailleurs, il y a beaucoup trop d'interprétations à mon nom, à mon humble avis sur le sujet. Ouais. Où il y a de l'interprétation, genre, bah, il a fait ça, du coup, c'est ça, 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 mais il a jamais dit ça. Ouais. Des éléments qui se reposent sur des mots-clés, mais qui ne sont pas faits par des anecdotes. Sur le compte rendu. Ouais. Okay. Et moi, j'irais même plus loin. Moi, il dit tout le temps go à tout le monde. Ouais. Il me dit go sous réserve de. Alors, sous réserve de valider la rémunération. Alors, du coup, s'il a dit 4 trop, ça marche toujours pas, en fait. Ne me dis pas sous réserve, c'est no go, du coup. Donc, bon, après, n'oublions pas que si on s'en sert pas bien, il est complaisant. Donc, j'ai du mal à répondre à cette question. Parce que j'ai du mal à savoir comment, justement, la règle en matière d'IA va évoluer, en fait. Puis quand tu vois l'intensité des changements
qu'on a vécu depuis 2-3 C'est ans, vrai. finalement, c'est difficile de se projeter. Maintenant, je pense qu'il y a une vraie question autour du CV que tu évoquais un peu en filigrane. Est-ce que demain le CV restera un outil clé dans le processus de recrutement? C'est une vraie question qui se pose. Je ne suis pas Madame Irma, donc je ne me risquerai pas à y répondre, mais euh, il y a fort à parier qu'au regard du potentiel de l'IA générative, puisse y avoir d'autres manières en fait d'exprimer son potentiel, son profil, de manière beaucoup plus expérientielle, de manière que je n'imagine même pas aujourd'hui, mais qui fait que j'imagine que le CV sera un outil peut-être désuet, en tout cas utilisé uniquement dans certains secteurs d'activité. Et je pense que tout cela, finalement, risque de donner encore plus, c'est déjà le cas, mais de manière encore plus forte, la part belle aux soft skills, parce que l'IA ouvre tellement de potentiel et de facultés, finalement, que la dimension comportementale d'adaptation sera encore plus forte et sera encore plus centrale, je pense, dans le processus de recrutement. Alors, Mais je rebondis sur ce que tu dis. Déjà, on parle quand même de plus en plus du fait de recruter sans CV. Donc, Oui, l'avenir ça du existe déjà, CV ouais. est déjà questionné. Mais on y revient quand même toujours au oui, oui. envoyer votre CV. Alors, et ceci étant dit, je pourrais tout à fait imaginer, notamment avec, tu parlais d'Homogène tout à l'heure, que j'ai rencontré aussi. On est sur de la préqualification enfin, vocale, IA. On pourrait tout à fait imaginer que c'est un peu ce qu'ils proposent. On s'intéresse à une opportunité, l'IA nous appelle, on répond à des questions. En fait, on produit pas de CV, mais ça nous produit une transcription qui fait un scoring directement avec moi, mon annonce, et qui, en fait, CV je ne orienté. reçois plus le CV, mais je reçois directement ton analyse. Trimoji qui me dit voilà pourquoi 82% ce profil il correspond. J'ai jamais eu de CV, j'ai juste un résultat dans une scorecard qui me dit voilà, on regarde ce qu'on m'a dit, ça match. C'est très intéressant ce que je dis. Mais Paul Lagrange, là, c'est le fondateur d'Homogène. Aujourd'hui, son frein, et je ne sais plus avec qui j'en parlais là, tout à l'heure, c'était avec vous? Le frein, c'était ça avec toi? Le frein de solution comme ça de préqualification aujourd'hui, c'est que c'est encore trop cher. Dans le sens où tenir 15 minutes, 20 minutes de dialogue avec une IA, t'imagines l'historique de la conversation, et plus tu as d'historique, plus ça consomme, plus c'est cher et plus machin. Aujourd'hui, tu peux te cogner un quart d'heure de conversation, ça te coûte 1 balle 50, quoi. Tu vois, et si tu le vends 2, en fait, tu as une espèce tu reçois 100 000 candidatures à l'année. 100 000, ça fait 100 000 balles de SAS pour faire des précales. C'est bon, je préfère payer des salaires. Donc il y a une sorte de barrière psychologique on va dire que pour 10 000 candidatures, ça peut aller parce que ça coûte 10 000 balles et du coup c'est gérable. Donc du coup c'est juste un niveau de seuil en fonction du prix. Mais ça va venir. C'est-à-dire que là aujourd'hui, ils ont commencé ce truc-là, ça va coûter de moins en moins cher ou alors de plus en plus cher. Je ne sais pas dans quel sens ça va partir, j'en sais rien. J'imagine toujours dans le moins cher, parce qu'ils augmentent la complexité, les modèles ou les trucs comme ça. Et je ne sais pas si ça va... Voilà. Mais quelques centimes, je pense que c'est OK. Mais un bal la précale en IA, quand tu as beaucoup de volume... Tu me disais? Non, pardon, je parle. Sur la précale, tu utilises des outils de précale ou pas? Non. Non. Comme toi, tu pourrais te rétorquer qu'une personne qui va faire passer un entretien de en un quart d'heure, ça vaut à minima 5 ou 10 euros. Bien sûr. Entre le fait de se préparer, de se connecter, Bien sûr. de faire une retranscription. Donc, quelque part, ça peut être moins cher. Mais on est en train de dire qu'en effet, les modèles économiques des LLM tendent à augmenter. Parce que du coup, le coût des tokens est en train d'exploser. Bien sûr. Et puis, tu as ce facteur de coût. Désolé, on fait une digression, mais je reviens à ce que disait Alexandra tout à l'heure. Revenons à ce que disait Alexandra tout à l'heure sur l'intermède avec les comptes rendus qui sont creux et qui n'ont rien à voir. Si tu laisses faire un entretien par une IA et qu'il te fait un résumé complètement creux et complètement débile, c'est un risque. C'est aucun intérêt. Et donc du coup, même si ça coûte pas cher, ou même si ça coûtait un peu plus cher, un machin, un truc, en fait, c'est compliqué. C'est juste ce que je suis en train de dire. Mais on peut en deviser, il n'y a pas de problème. Là, je vois que l'heure avance. Je pose les dernières questions, ok?
Alexandra, Mickaël, quels sont les process, les trucs que vous aimeriez voir disparaître dans le futur? Est-ce que le CV, si ça disparaît, t'es content, t'es pas content? En fait, c'est pas une volonté de ta part. C'est que tu penses que ça va disparaître, mais c'est pas, tu t'en fous. Ouais. Je reste prudent, tu sais, moi je suis plein d'humilité, hein, donc on verra bien ce qui va se passer, mais ce qui doit disparaître, je pense que moi je ne suis pas un recruteur du quotidien, moi je pense que c'est plus intéressant d'entendre Alexandra là-dessus. Okay. Je rebondirai si ça... Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu aimerais voir disparaître? Ça n'a pas forcément à voir, enfin, si ça a à voir avec le process, j'aimerais voir disparaître le fait qu'on procrastine sur le fait de faire des retours à nos candidats. Voilà. Des retours négatifs ou positifs? Ça rigole, mais c'est vrai que je suis très orientée sur ça. Non, mais ouais, qu'ils soient positifs ou négatifs. Alors, positifs, en général, on procrastine pas trop à les faire parce qu'on n'a pas envie de perdre nos candidats, évidemment. Mais tu vois, j'aimerais que cette procrastination disparaisse. Je me dis qu'avec les outils, aujourd'hui, on pourrait avoir des moyens. Par contre, il faut que l'humain reste au centre. Et c'est un petit peu la problématique qui me fait peur aussi avec tous les outils, c'est qu'on oublie un petit peu l'humain. Mais donner un retour à un candidat en première étape, avant la présélection ou en shortlist finale, c'est pas la même chose. Ah non, je te parle une fois. D'accord, ok. Ouais, mais une fois que tu l'as rencontré, non, bien sûr. Bon, ceci étant dit, ça n'empêche pas les gens de procrastiner aussi sur ce sujet. Parce que tu as donné beaucoup plus de temps avec la personne et donc du coup c'est pour lui dire Oui, mais malheureusement, c'est pas pour autant qu'aujourd'hui ça se fait en bonne et due forme parce que la personne est ou nous on a donné. C'est aussi un métier de dire non. Alors, il faut aussi que les entreprises prennent la mesure du sujet et forment. Mais c'est comme tout. Les managers doivent être formés à la communication non violente, doivent être formés à tout un tas de sujets qu'on ne fait pas parce qu'on jette les gens dedans et débrouillez-vous et faites. Moi, je n'ai jamais été formée à faire un feedback négatif. Et comment on dit... Alors, attention, masterclass maintenant. Comment on dit à un candidat qui n'est pas retenu de manière optimale pour toi? On est transparent et honnête. Enfin, voilà, en fait. Je suis le candidat. Aujourd'hui, donc j'ai échangé avec le manager. Il faut que je trouve une excuse pour te dire que t'es pas bon. Non, mais par exemple, la data, j'avais un poste de data ingénieur. Aujourd'hui, on a, en tout cas, à l'occasion de votre cas pratique, vous n'avez pas été en mesure de nous expliquer les raisons pour lesquelles vous avez utilisé certaines techniques, j'ai plus en tête exactement ce que m'avait dit le manager, sauf qu'aujourd'hui on recherche un expert dans le domaine qui soit capable de vulgariser, d'expliquer, puisqu'on travaille avec les marques, donc des personnes qui ne comprennent pas votre métier et donc voilà, globalement ça fonctionne pas. Alors par contre, mais il m'a pas laissé le temps de le faire. Autant tu as eu un cas pratique. Tu avais le temps de l'expliquer. Alors après, moi, je cours après les managers pour qu'ils me donnent factuellement les raisons à chaque fois. Okay. Je veux pas qu'on me dise « Ah, il est trop junior ». Alors déjà, c'est pas légal. Donc, tu me le dis pas et je veux une raison factuelle. Donc là, dans le cas de la data, effectivement, par exemple, cette candidate, sur son cas pratique, avait pas été en mesure d'expliquer pourquoi elle utilisait telle méthode et de creuser en plus de ça son analyse après. Donc, on lui a expliqué qu'effectivement, on attendait de la personne qu'elle soit en mesure d'aller plus loin et d'expliquer et de vulgariser les choses. Là où c'est plus dur pour moi, parce que je n'ai pas été formée au feedback, c'est dès lors qu'on a des sujets de posture, par exemple. C'est-à-dire que je recherche, par exemple, un directeur, pas celle-là. Je recherche un directeur qui va être capable de faire de la gestion du changement avec d'autres directeurs qui sont là depuis très longtemps. Et en fait, j'ai un profil qui aujourd'hui est pas capable de faire preuve, en tout cas, de suffisamment de pédagogie pour mettre en place, par exemple, un process, que sais-je. Et ça, tu vois, je trouve que c'est hyper dur pour moi de l'expliquer parce que j'ai pas été formée sur ces sujets. C'est très dur de dire à quelqu'un, alors aujourd'hui, on cherche quelqu'un qui va avoir une posture plus adaptée pour faire de la gestion du changement. Oui, mais encore. Eh ben, vous avez fait l'entretien avec les managers. Donc concrètement, ce que je peux pas te dire, c'est qu'il veut quelqu'un qui a peut-être 10 ans d'expérience en plus, en fait. C'est souvent ça, hein, on va être honnête. C'est souvent, en fait, il est un peu trop junior, manque de posture. Ok. Donc voilà, donc c'est hyper dur, il faut être formé pour... Mais ça s'entend pas pour un candidat?
C'est Alors, factuel. déjà, il y a- C'est factuel. oui. Ah, t'essayes d'être On factuel recherche. aussi. Oui, mais le fait de. Il faut faire attention aux d'avoir, mots qu'on moins utilise pour d'expérience rester qu'un dans autre la profil. légalité. C'est De ça comment le problème, c'est la discrimination. L'expérience dans un poste aujourd'hui, alors je vais passer pour un idiot, T'as pas le droit pardonnez-moi, de mais dire avec quelqu'un le fait d'avoir junior. 5 ou 10 ans d'expérience Oui. sur un poste qui exprime une compétence est quelque chose de discriminant qui Sel- ne peut pas être apposé à un refus, ou en tout cas à selon- la préférence d'un autre profil. Ouais. Des projets qu'il a menés, ou sur la durée, ou sur le fait Ouais. un pilote qui a choisi de partir ou pas, sur un modèle Mm. qui a été associé. C'est difficile. Donc, du coup, ça peut être Factuel. Hmm. Voilà. Donc c'est hyper difficile et tout le monde. Enfin, n'est la pas limite formé. est ténue, quoi. C'est Ah oui, oui. sensible pour vous, c'est des positions délicates à prendre. Et quoi. puis c'est surtout Enfin, que pardon, c'est nous qui recevons le retour pas content. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné en recrutement? Moi, le mien, Ouais. s'il y a un trou, tu n'y vas pas. S'il y a un trou dans le CV, tu n'y vas pas, point. Je crois que c'est le pire et c'est celui que je déteste le plus. Ouais, bah, C'est pas un bon conseil, enfin, c'est pas, c'est pas le bien pire. d'appliquer, Ah bah, d'éliminer bien les candidats parce qu'il y a un sûr, trou dans parce le qu'une d'accord. femme, elle s'est arrêtée 2 ans pour élever son enfant, du coup, ça veut dire qu'on va pas avancer avec elle. Parce qu'il a eu un arrêt, une maladie longue durée, bah, du coup, on va pas avancer avec lui. Parce que tu comprends, en 2 ans, il a perdu vachement d'opportunités de monter en compétences, donc on va pas avancer avec lui. Et moi, ça, c'est un des premiers conseils que j'ai reçus quand j'ai commencé le recrutement il y a 8-9 ans. Alexandra, qu'est-ce que tu dirais à une entreprise qui hésite encore à utiliser un outil de scoring CV et de matching soft skills candidat dans son ATS? Allez, vas-y, on va les faire. Bah, je dirais qu'utiliser un outil comme ça peut clairement aider en termes d'image employeur pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et en conséquence, effectivement, améliorer son image employeur là où aujourd'hui, potentiellement, ils mettent du temps, ils sont longs, les candidats sont pas contents, ils en parlent autour d'eux, et ils reviennent pas et leurs copains non plus. Donc, je pense que utiliser une solution, utiliser Trimoji, une solution d'analyse de personnalité, de scoring et de matching, c'est vraiment le bon plan pour justement améliorer ton expérience candidat et ton image. Et je le pense en plus. Hein. Bon, j'ai pas payé, hein. Il m'a pas payé pour le dire. La conclusion est étonnante. Trimoji, outil de marque employeur. Apparemment, hein. Ouais, apparemment. Bon, Après, tous les outils, ça conduit là-bas, quoi. C'est l'expérience. Tous les outils, un bon ATS qui te permet de faire un bon suivi, ça rentre aussi dans tes enjeux de marque employeur de toute façon. Bien sûr. On poursuit la discussion autour d'un verre? Ça vous va? Yes. Merci beaucoup. On peut applaudir Alexandra et Mickaël. Merci beaucoup.